La communauté des alpinistes appelle le K2 la montagne sauvage, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Bienvenue dans Extrême. En 1953, alors que les bandes dessinées Bazooka Joe changèrent la vie des enfants partout, la troisième expédition américaine dans le Karakoram en direction du K2 a commencé. L'expédition était dirigée par Charles Houston, un médecin et alpiniste expérimenté qui voulait conquérir la montagne à une époque où les équipes américaines étaient désespérées de laisser leur empreinte dans l'alpinisme en haute altitude. L'équipe était composée de 8 alpinistes d'élite, dont Art Gilkey, Pete Schoening, George Bell, Bob Craig, ainsi qu'une équipe dévouée de porteurs de la vallée de Hunza. Charles Houston était le médecin de l'équipe. Il avait déjà dirigé la première ascension du Nanda Devi, le sommet le plus élevé jamais gravi à cette époque. Comme le reste de l'équipe, il était un alpiniste d'élite, mais rien de tout cela n'aurait d'importance dans 6 semaines. Leur expédition a commencé en mai à Rawalpindi, au Pakistan. Là-bas, ils ont engagé des porteurs et récupéré leurs piolets, crampons, cordes fixes, vêtements pourtant froids, ainsi que suffisamment de nourriture et de fournitures médicales pour toute la durée de l'expédition. Une bonne préparation peut faire la différence entre la vie et la mort, et quand il s'agit du K2, ils devaient absolument être préparés. 6 semaines de marche les ont menés jusqu'au camp de base à 16 400 pieds d'altitude face à la montagne. Le plan était qu'ils commenceraient à gravir la célèbre voie de l'Éperon à Abruzzi. Cette voie avait été ouverte par un duc italien des décennies plus tôt, mais parler de voie établie sur cette montagne est une cruelle plaisanterie. Gravir l'Éperon à Abruzzi, c'est endurer une ascension soutenue et brutale, mêlant rochers déchiquetés et glace vive. Ils savaient que cette ascension ne serait pas facile, mais même ainsi, ils ont été surpris parce que le K2 leur a réservé, car l'équipe a affronté des conditions terribles dès le début. Tempête après tempête s'abattait sur eux, rendant la menace rampante de l'hypothermie omniprésente alors que le groupe progressait sur le terrain escarpé. Et c'était en 1953, aucun hélicoptère de secours ne pouvait atteindre cette altitude, aucun téléphone satellite. Si quelque chose tournait mal au-dessus du camp 8, la seule façon de redescendre, c'était de compter les uns sur les autres. Malgré ces défis, Charles et l'équipe sont arrivés à 25 500 pieds, à un endroit appelé Camp 8, début août, sans incident. Le plan était de prendre un peu de temps pour se regrouper avant de finalement faire ce pourquoi ils étaient devenus sur cette montagne. Mais le K2 en avait décidé autrement. Au lieu d'un court repos, ils ont été engloutis par un ouragan catastrophique qui a duré 10 jours. Des vents imprévisibles hurlant à plus de 100 miles à l'heure se sont abattus directement sur leur tente, où la neige épaisse s'accumulait progressivement. Tout cela, ajouté aux exigences brutales que la zone de la mort impose au corps, a conduit à un cauchemar médical sans égal dans le monde. Au matin du 7 août, Art Gilkey, l'un des alpinistes de Charles, s'est réveillé à l'intérieur de sa tente en nylon secouée violemment alors qu'il faisait encore nuit. Son corps était endolori après des semaines d'escalade intense. Son équipement était gelé, la température plongeait en dessous de moins 20 degrés et lorsqu'il essaya de sortir de son sac de couchage, il s'effondra dans une douleur atroce. Ses jambes étaient des sacs gonflés de douleur. Il s'est avéré qu'il avait développé une affection médicale appelée thrombophlébite. Cela signifiait des caillots sanguins mortels dans ses jambes. Chaque seconde devait être soigneusement calculée, un faux mouvement ou un changement soudain de pression, et les caillots instables pouvaient se détacher de façon inattendue, atteindre ses poumons et le tuer instantanément. Charles, étant médecin, a reconnu immédiatement les symptômes terrifiants. Ils ont eu la chance de le diagnostiquer avant qu'il ne décède dans son sac de couchage. Mais maintenant, un défi bien plus dangereux les attendait. Art ne pouvait pas marcher, et ils étaient repiégés à 7772 mètres, en plein milieu d'un ouragan. Il n'y avait pas moyen de l'éviter. Ils devaient descendre dès que le temps se calmerait un peu. Alors, l'équipe a attaché Art dans une civière de fortune fabriquée à partir d'un sac de couchage et de la toile d'une tente. Et alors qu'il se préparait à descendre, un immense sentiment d'effroi a dû envahir le camp. Ils savaient qu'ils seraient obligés de mobiliser toutes leurs compétences techniques, car descendre un homme le long d'une pente glacée à 55 degrés est honnêtement l'une des choses les plus difficiles que l'on puisse tenter. Mais ces Américains n'allaient tout simplement pas laisser leur ami mourir
alors que la sécurité se trouvait juste là en bas. À l'aide de cordes fixes, les 5 alpinistes conscients se sont attachés au brancard de fortune de Gilkey. C'était la seule façon de descendre à Hart prudemment le long de la paroi rocheuse exposée. Les températures glaciales et le vent aveuglant étaient déjà suffisamment effrayants. Pendant tout ce temps, le poids mort d'un alpiniste immobilisé nécessitait une force constante et éprouvante de la part de tous les participants. À tout moment, la météo pouvait changer et les grimpeurs devaient être prêts à affronter des chutes de pierres soudaines et de la neige instable. Et puis c'est arrivé. Après avoir franchi une partie incroyablement difficile de l'itinéraire, le grimpeur George Bell a soudainement perdu pied. Ses crampons raclèrent inutilement la glace dans un grincement atroce, projetant une gerbe de glace. Puis, il glissa rapidement vers le bas, et alors qu'il le faisait, la corde en nylon qui le reliait au reste de l'équipe se tendit instantanément. L'effet rappelait un jeu de dominos humain au ralenti. Alors que Bell tombait, les cordes ont arraché le grimpeur suivant de ses appuis. Le poids de 2 hommes en chute a ensuite entraîné le suivant, et ainsi de suite. En l'espace de quelques battements de cœur, les 5 grimpeurs conscients n'étaient plus qu'un enchevêtrement de membres et de vêtements colorés, dévalant le champ de glace en une masse violente vers une chute de 1800 mètres. Et cela aurait dû être la fin. Mais au-dessus d'eux, plus haut sur la pente, une dernière corde de sécurité avait été fixée aux membres de l'expédition âgé de 25 ans, Pete Cheney. Depuis son point de vue plus élevé, Pete a agi uniquement par instinct. Il a coincé son piolet à manche en bois derrière un rocher incrusté dans la glace, a enroulé la corde autour et a plaqué tout le poids de son corps contre lui. Mais cela lui demanderait toute l'énergie qui lui restait. Les 5 hommes qui se dirigèrent vers la tombe se sont soudainement arrêtés net dans le vide, suspendus par une seule corde et la force de la poigne d'un seul homme. Imaginez la terreur absolue de ce moment, la peur sur le visage de Pete. Sachant cela, un seul échec, une fraction de seconde où son manche en bois aurait trop fléchi d'1 millimètre, ou si la roche avait bougé dans la glace, aurait mené tout le monde à la mort. Pete s'est accroché grâce à la seule adrénaline du désespoir jusqu'à ce qu'enfin, il puisse se hisser de l'autre côté, du côté sûr de la pente verticale. Arrivés sur la glace solide, les hommes ont cru avoir échappé à la mort. Ils se sont arrêtés un bref instant pour prendre la mesure de l'horreur de ce qui venait de se passer et ont réalisé que Pete venait d'entrer dans l'histoire. Une fois remis de leurs émotions, ils ont soigneusement ancré Art Gilkey à la pente à l'aide de 2 piolets. Il était maintenant tard, la chute avait pris du temps et il n'y avait plus aucune chance de redescendre tôt désormais. Ils devaient installer une tente de bivouac à proximité pour tenir toute la nuit. Maintenant, comme vous le savez peut-être, laisser quelqu'un seul sur le cas d'eux-mêmes pour quelques minutes est considéré comme extrêmement risqué. Mais ces hommes se trouvaient dans l'une des régions les plus isolées du monde. Ils étaient déjà terriblement secoués par la chute. Ils étaient épuisés physiquement et mentalement. Dans ces moments, les moindres détails peuvent avoir de grandes conséquences. Après avoir sécurisé la tente, les 3 alpinistes sont ressortis dans la tempête de neige pour aller chercher Art et le ramener à l'abri. Mais à leur retour à l'endroit où ils l'avaient attaché, il n'y avait plus rien. Il ne restait plus qu'une trace dans la neige menant au bord de la falaise. Beaucoup d'expéditions estimeraient qu'avoir survécu à cette journée est déjà une victoire et entameraient aussitôt leur descente pour retrouver le confort moderne et leur famille. Mais pas cette équipe. Ils étaient complètement brisés. À ce jour, la cause exacte de la disparition d'Art reste un mystère. Une avalanche soudaine l'a-t-elle emporté ? Ou bien, réalisant qu'il était un fardeau fatal pour ses amis épuisés, Art s'est-il discrètement détaché pour les sauver ? Quelle qu'en soit la cause, en ce jour fatidique, le monde de l'alpinisme a perdu une légende. Charles Houston et les survivants ont rendu hommage en érigeant un cairn commémoratif au camp de base. Lorsqu'ils sont redescendus, George a prononcé les mots qui allaient décrire cette montagne pour toujours. C'est une montagne sauvage qui essaie de vous tuer. Et Art Gilkey n'est qu'une des nombreuses personnes qui ont perdu la vie à cause de la nature impitoyable de cette montagne sauvage. Pour chaque groupe de 4 personnes qui atteignent avec succès le sommet de la montagne, l'une d'entre elles ne reviendra jamais.
C'est l'un des taux de mortalité les plus élevés parmi toutes les montagnes du monde, et les alpinistes qui s'y rendent ne sont pas ceux qu'on penserait voir mourir. Pourquoi les alpinistes d'élite continuent-ils de tout risquer sur cette montagne? Certains le font pour la gloire, mais en juillet 1994, cet homme nommé Stevens a tout risqué pour une raison que je trouve sincèrement touchante. Vous voyez, cette saison d'alpinisme a été un véritable chaos. Des tempêtes brutales et incessantes avaient complètement bouleversé les plans de plusieurs expéditions internationales différentes et des équipes d'alpinistes du monde entier ont été forcées d'abandonner leurs itinéraires initiaux. Ce qui restait, c'était un groupe épuisé et dispersé d'alpinistes de plusieurs nationalités, partageant un équipement limité et déterminés à tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Steve se trouvait en plein milieu de ce cauchemar avec un alpiniste australien nommé Michael Groom. Or, ce n'était pas un guide professionnel. Il ne dirigeait pas de société d'expédition et personne sur cette montagne ne le payait pour être là. Il finançait ses expéditions d'alpinisme avec le soutien de la communauté et rentrait écrire sur elle dans le journal local. En fait, parmi tous les alpinistes présents sur la montagne cette saison-là, Michael était le plus expérimenté. Il s'était déjà tenu au sommet de l'Everest sans oxygène en bouteille seulement 1 an plus tôt. On s'attendrait à ce qu'un homme avec cette expérience et ses capacités atteigne le sommet et redescende du K2 sans incident. Donc, j'imagine que cela a dû être un choc absolu pour tout le monde sur la montagne lorsqu'un appel urgent à l'aide est soudainement arrivé le matin du 25 juillet 1994. Michael, de tous, était en grande difficulté. Il s'était tordu le genou sur une portion totalement anodine en redescendant juste en dessous du camp 2. Ce n'était pas à cause d'une chute ou d'une avalanche. Il n'y avait rien que quelqu'un puisse montrer par la suite en disant « c'est ça qui a causé l'accident ». Mais le lendemain matin, il ne pouvait plus du tout prendre appui dessus. Il était piégé. Lorsque l'appel est parvenu aux camps inférieurs, Steve était stupéfait. Lui et Michael s'étaient rapprochés au camp de base à cause du mauvais temps. Lorsqu'il a appris le sort de son ami, il a fait ce que presque aucun autre alpiniste sur cette montagne n'aurait fait. Il s'est équipé. Je ne peux vraiment pas expliquer à quel point c'était remarquable. Steve lui-même avait abandonné tout espoir d'atteindre le sommet du K2. Plus tôt dans la saison, lui et Michael étaient en fait montés jusqu'à 26 000 pieds, mais lorsqu'il a vu la réalité brutale de la montagne là-haut, il a pris la décision incroyablement difficile mais intelligente d'abandonner sa propre tentative d'atteindre le sommet. Il était redescendu jusqu'au camp de base et attendait simplement la fin de la saison là-bas. C'est Michael qui a continué et le 23 juillet 1994 a atteint le sommet du K2 sans oxygène d'appoint. Steve était complètement hors de la zone de danger. La plupart des alpinistes attendent seulement de faire leur bagage et de rentrer chez eux retrouver leur famille. Alors pourquoi? Pourquoi un gars qui n'était pas payé, qui n'avait pas de grands sponsors d'entreprise et qui ne devait rien à personne, remonterait-il volontairement la montagne sauvage alors qu'il était déjà parfaitement en sécurité en bas? Eh bien, c'était peut-être à cause de son parcours. De retour chez lui, dans le sud de la Californie, Steve était un grimpeur et cette communauté soudée avait une règle tacite. Ne jamais abandonner quelqu'un dans la nature. Ou peut-être qu'il a simplement regardé autour du camp, a vu un tas d'équipes internationales vaincues et épuisées en train de plier leurs tentes pour rentrer chez elles, et il a compris que si lui n'y allait pas, Michael allait mourir là-haut. Je ne sais pas. Quelle que soit sa raison, Steve a fait son choix. Il s'est équipé, a pris avec lui un autre alpiniste américain nommé Dave Bridges, et ensemble, ils ont commencé à remonter la montagne sauvage, essayant de ramener Michael Groom chez lui. Mais en remontant, au camp de base avancé, Bridges a soudainement été frappé par une grave intoxication alimentaire. Il était complètement incapable de bouger et ne pouvait pas faire un pas de plus. La plupart des gens auraient fait demi-tour à ce moment-là. Steve a simplement continué à monter complètement seul. Et contre toute attente, il l'a vraiment fait. Steve a trouvé Michael juste en dessous du camp 2 et lui a donné des antidouleurs pour sa jambe. Ce qui a suivi, c'était le travail lent et dangereux de descendre un homme blessé d'une montagne qui ne pardonne absolument aucune blessure. Steve a pris les choses en main.
Il a même attaché le lourd sac de Michael sur son propre dos pour alléger la charge de l'Australien, puis il a commencé à guider Michael doucement et prudemment à travers certaines des sections les plus exposées et techniques du K2. Imaginez la force physique et mentale que cela demande. Vous évoluez à une altitude où chaque pas donne l'impression de respirer à travers une paille. Vos muscles se consument presque pour que vos organes continuent de fonctionner. Et maintenant, vous portez la survie d'un autre homme sur vos épaules. Le stress a vite affecté le corps de Steve. Chaque pas semblait épuisant. Même des tâches simples comme s'attacher à une corde ou ajuster un gant lui demandaient plus d'énergie qu'elle n'aurait dû. Mais il a continué, et d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à s'en sortir. Alors qu'ils descendaient lentement les rochers déchiquetés et la glace glissante sous le camp 2, la lourde tension commença enfin à se dissiper. Pour la première fois de la journée, ils ont vraiment eu l'impression qu'ils allaient survivre. En milieu d'après-midi, Steve se tenait au bord d'une immense falaise presque verticale. Si vous étiez là avec lui, vous regarderiez un mur abrupt de roches gelées qui plonge directement vers les camps inférieurs. Il avait fait le plus dur. Il ne lui restait plus qu'à attacher son harnais à une corde, descendre cette dernière pente raide et poser le pied sur la neige plus sûre et plate en bas. Mais K2 présente un problème très simple lorsqu'il s'agit de redescendre. Pour franchir en sécurité ces sections sur la montagne, les alpinistes utilisent des cordes fixes. Elles fonctionnent comme des rampes sur un escalier très raide et dangereux. Vous attachez votre harnais à cette corde et vous vous laissez simplement descendre. Même si vous glissez, la corde vous retiendra. Le souci, c'est que à la fin de la saison d'alpinisme, les équipes laissent leurs cordes sur la montagne avant de rentrer chez elles. Parce que personne ne nettoie vraiment le quai 2. L'année suivante, une nouvelle équipe arrive et refuse de faire confiance à la vieille corde laissée là. Ils préfèrent utiliser leur propre corde toute neuve qu'ils ont apportée et l'attacheraient juste à côté de cette vieille corde. L'année suivante, une autre équipe fera pareil. Au fil des décennies, cela a créé un énorme fouillis gelé qui descend la montagne comme de vieilles cordes à linge. Et une corde laissée au soleil et au froid pendant des années ne reste pas solide éternellement. La lumière du soleil et la glace la rongent lentement de l'intérieur, de la même manière qu'un tuyau d'arrosage laissé dehors pendant 10 étés devient rigide et se fissure, même s'il semble encore en bon état à l'extérieur. Une corde peut sembler parfaitement normale et pourtant avoir perdu presque toute sa solidité d'origine. Et comme toutes les vieilles cordes sont recouvertes de la même neige blanche et de la même glace, eh bien, il n'y a aucun moyen de savoir simplement en la regardant quelle corde est une ligne de vie et quelle corde est un piège pourri. À cette pente abrupte, Steve utilisait la corde plus récente et solide dont il savait réellement qu'elle était sûre et qui était utilisée par un autre alpiniste à ce moment-là. Steve était à bout de force. Il était physiquement épuisé d'avoir porté la charge de Mike. Chaque seconde passée immobile dans le froid glacial lui vidait le peu d'énergie qu'il lui restait. Il sentait qu'il ne pouvait plus attendre. Alors, il regarda le paquet emmêlé de cordes, attrapa l'une des vieilles cordes et y attacha son harnais à la place. Et lorsque Steve mit son poids sur la corde et commença à descendre en rappel, la corde à laquelle il avait attaché son harnais s'est simplement rompue. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur ni signe de danger, et comme il avait déjà commencé la descente en rappel, la gravité a immédiatement pris le relais au moment où le nylon pourri s'est rompu. Il est tombé de près de 2500 pieds sur la pente en contrebas. Et l'impact a malheureusement été fatal. La mort de Stevens a stupéfié tout le monde. Il avait fait le plus difficile en prenant la décision la plus sûre là-haut. Et plus étrange encore, il n'avait aucune raison de faire ce qu'il a fait là-bas. Dans des circonstances normales, un grimpeur a quelques moyens concrets de vérifier si une corde est encore solide avant de lui confier sa vie. Et il n'y avait vraiment aucune tempête ni avalanche à ses trousses. Il devait savoir ce qu'il risquait en faisant confiance à une corde non vérifiée. Alors pourquoi n'a-t-il pas attendu? À quoi pensait-il? Eh bien, c'est une autre façon dont le K2 tue ses alpinistes d'élite. Parce que le problème, c'est qu'au moment où il a atteint cette pente raide, Steve ne pensait presque certainement plus comme il l'aurait fait normalement. Laissez-moi vous expliquer. À environ 8000 mètres,
Sur le K2, il y a si peu d'oxygène disponible que la quantité d'oxygène dans le sang d'un alpiniste chute littéralement à presque la moitié de ce qu'elle serait au niveau de la mer. Rappelez-vous, Steve avait déjà atteint ces altitudes plus tôt dans la saison, puis il était remonté pour porter de lourdes charges pour un homme blessé. Son corps était complètement, dangereusement épuisé. Imaginez devoir prendre l'une des décisions les plus importantes de votre vie avec ce niveau de fatigue dans votre corps. Encore pire, votre corps n'est pas la seule chose qui manque d'énergie là-haut. Le cortex préfrontal, la partie de votre cerveau responsable de la logique et de la réflexion, tourne lui aussi au ralenti. Littéralement, vous ne réfléchissez pas correctement là-haut. Et le plus terrifiant, c'est que l'alpiniste ne s'en rend même pas compte. Des décisions dangereuses ne semblent soudainement plus imprudentes ou incontrôlables. Risquer sa vie ne paraît pas insensé là-haut. En fait, pour ceux qui montent, il ne reste qu'une obsession primitive, hyper focalisée sur l'idée d'atteindre le sommet, quel qu'en soit le prix. Les alpinistes ont même un nom pour cette condition. On l'appelle la fièvre du sommet et elle peut toucher n'importe qui, débutant ou expérimenté. Cela a certainement affecté Miguel Ángel Pérez dans la nuit du 27 juillet 2014, alors qu'il se préparait à faire pour la deuxième fois cette saison, ce que la plupart des alpinistes n'essaieront même pas au cours de leur vie. 2 jours plus tôt, le 25 juin, Miguel, accompagné de son partenaire d'escalade Faren Lator et plus de 30 alpinistes, était en route vers le sommet du K2. Miguel grimpait également sans oxygène d'appoint. Et bien que beaucoup considèrent cela comme la forme la plus pure et la plus honorable de l'alpinisme, c'est aussi la plus impitoyable. Le froid et le manque d'oxygène à ces altitudes signifient que votre corps commence littéralement à se cannibaliser lui-même. Chaque pas demande un effort monumental et douloureux. Même lors d'une bonne journée, les choses peuvent mal tourner, même pour les alpinistes expérimentés. Et en milieu d'après-midi ce jour-là, à environ 900 pieds verticaux du sommet, c'est exactement ce qui s'est passé. Le corps de Miguel s'est simplement arrêté de fonctionner. Son rythme avait ralenti à l'extrême. Il pouvait à peine mettre un pied devant l'autre. Il se faisait dangereusement tard et il ne faisait que s'affaiblir. Alors, à cet instant, il a fait le choix responsable de tourner le dos au sommet et de redescendre au camp 4. 32 personnes se trouvaient au sommet du K2 le 26 juillet 2014, tandis qu'un homme pansait ses blessures dans une tente au camp 4. Et dans des circonstances normales, c'est là que l'histoire se termine. Après avoir poussé votre corps à la limite absolue dans la zone de la mort et échoué, vous redescendez, rentrez chez vous et vivez. Mais alors que Miguel regardait des dizaines d'autres alpinistes revenir, célébrant joyeusement l'un des exploits d'escalade les plus difficiles au monde, le poids de son propre échec devait être étouffant. À ce moment précis, il a décidé qu'il allait réessayer. La décision de Miguel n'aurait aucun sens sans comprendre ce qui le motivait. Il n'était pas grimpeur professionnel de métier. En réalité, il était un avocat de l'État très brillant et le secrétaire général d'Ebro Foods, le plus grand groupe alimentaire d'Espagne. Sa vie professionnelle était définie par une logique stricte et un sens aigu des responsabilités d'entreprise, mais sa passion se trouvait au-dessus des nuages. Il était animé sans relâche par l'obsession de gravir les 14 sommets du monde dépassant les 8000 mètres. Il en avait déjà 8 à son actif. Le K2 était la récompense suprême. S'approcher à moins de 900 pieds et savoir qu'il avait fait demi-tour était une défaite psychologique que son esprit refusait tout simplement d'accepter. Il devait y retourner. Alors, assis dans sa tente dans la zone de la mort au camp 4, il a élaboré un plan désespéré et dangereux. Il passerait le 27 juillet à se reposer à 7925 mètres et ferait une deuxième tentative le lendemain. Pour réussir, il a renoncé à ses principes d'alpinisme et décidé d'utiliser de l'oxygène en bouteille pour tenter d'atteindre le sommet. Ainsi, aux premières heures du 28 juillet 2014, Miguel a ouvert la fermeture éclair de sa tente et est ressorti dans le vide glacial. À ce moment-là, il avait la montagne pour lui tout seul. Tous les autres étaient soit déjà de retour au camp de base, soit avaient atteint le sommet et étaient redescendus. Miguel était hyper concentré, animé d'une obsession primitive d'atteindre le sommet quoi qu'il arrive. L'oxygène en bouteille qu'il avait finalement accepté d'utiliser le maintenait suffisamment conscient,
et son désir pur et incompréhensible d'atteindre le sommet faisait le reste. Enfin, vers 13 heures et contre toute attente, la pente s'est adoucie. Miguel se tenait au sommet de la montagne sauvage. Pendant un bref instant fugace, il avait gagné. Il avait conquis son prix ultime, une autre montagne rayée de la liste. Mais la réalité de ce qu'il venait d'infliger à son corps l'attendait. Car, alors qu'il entamait sa descente, l'épuisement total, profond jusqu'aux os, d'avoir traîné un corps qui avait passé 3 jours dans la zone de la mort, l'a finalement frappé. Il a commencé à redescendre lentement. Il avançait si lentement, en fait, que lorsque le soleil commença à disparaître derrière l'horizon du Karakoram, il était encore loin d'atteindre la sécurité du camp 4. Et comme il était la dernière personne sur la montagne, il n'y avait aucune équipe derrière lui pour tomber sur lui. Il n'y avait aucun autre humain avec qui partager une tente et essayer de descendre le K2 dans l'obscurité totale était impossible. Miguel n'avait pas d'autre choix que de s'arrêter et de se reposer là, sans sac de couchage ni tente sur les pentes supérieures du K2. Les alpinistes appellent cela un bivouac à la belle étoile et c'est universellement considéré comme la chose la plus désespérée qu'un grimpeur puisse faire à une telle altitude. Pendant des heures, il est resté recroquevillé tout seul sur une minuscule corniche dans l'obscurité glaciale, à des milliers de mètres au-dessus de la civilisation, écoutant le vent hurler autour de lui en attendant un soleil qui semblait ne jamais vouloir se lever. Il n'osait pas fermer les yeux, car s'endormir signifiait mourir de froid. D'une manière ou d'une autre, Miguel a survécu à la nuit. En fait, il a puisé dans les réserves de force inimaginables qui lui restaient pour se traîner jusqu'en bas de la pente. Vers midi, le 29 juillet 2014, Miguel est arrivé en titubant au camp 4, tout seul, à la stupéfaction générale. Et ce qui était encore plus étrange, c'est que Miguel semblait aller bien. Bien sûr, il était profondément épuisé et avait l'air exténué, mais il était conscient, il pouvait marcher, manger et boire sans aucune aide. Au camp 4, il a même appelé un ami en Espagne, nommé Eduardo, qui avait organisé une équipe de secours pour le retrouver, afin de leur dire qu'il était sain et sauf. Pendant un instant, il semblait que cet homme avait réussi l'un des exploits de survie les plus miraculeux de l'histoire de l'alpinisme et avait trompé la mort elle-même. Tout ce qu'il avait à faire maintenant, c'était de se reposer dans une tente pendant quelques heures avant de redescendre au camp de base. Il paraissait assez stable pour que personne ne s'interroge lorsqu'il est entré dans sa tente et l'a fermée. Mais la chose vraiment dangereuse avec le K2, c'est que se sentir bien et aller bien sont deux choses complètement différentes au-dessus de 7900 mètres. Le cerveau humain n'envoie pas toujours de signal d'alarme avant de défaillir. Parfois, s'il commence simplement à enfler silencieusement, le liquide s'accumule en petites quantités que personne ne peut voir ou ressentir, tandis que la personne concernée marche, parle, rit et mange comme si de rien n'était. Et chaque alpiniste sérieux le savait. Les gens au camp de base le savaient certainement, car pendant que Miguel mangeait et buvait avec les alpinistes au camp 4, l'équipe de secours de 4 alpinistes pakistanais de haute altitude, organisée par son ami Eduardo, montait encore la montagne pour le retrouver. Ils avaient des bouteilles d'oxygène de rechange pour faire entrer plus d'air dans ses poumons et étaient prêts à le redescendre en le soutenant si nécessaire. Ils n'en ont jamais eu l'occasion. Parce que lorsque ses compagnons d'escalade au camp 4 ont crié son nom devant sa tente, lui disant de se préparer pour la descente finale, Miguel n'a pas répondu. Ils ont appelé de nouveau, aucune réponse. Déconcertés, ils ont ouvert sa tente, se demandant ce qui pouvait bien arriver à un homme qui, quelques heures plus tôt, était assis, mangeait, buvait, parlait comme si rien au monde ne l'avait touché. Et c'est là qu'ils ont trouvé son corps sans vie, allongé paisiblement à l'intérieur. Il était paisiblement décédé dans son sommeil. Il s'est avéré que le stress extrême de l'altitude, les jours passés dans la zone de la mort, la tentative désespérée d'atteindre le sommet une seconde fois et cette nuit passée exposée avaient tout simplement été trop pour son corps. Lorsque la nouvelle a fait le tour du monde, les gens ont été choqués. Ils l'ont traité d'imprudent. Comment un professionnel aussi expérimenté a-t-il pu ignorer les avertissements et tout risquer? Mais la sombre vérité, c'est que parfois, la raison pour laquelle le K2 tue des alpinistes n'a rien à voir avec l'escalade elle-même, mais tout à voir avec la raison pour laquelle ils grimpaient. Certains grimpent pour la gloire, d'autres par désespoir, et certains grimpent simplement pour nourrir leur famille. Personne n'en parle, mais la sombre vérité à propos de l'ascension du K2, c'est qu'elle fonctionne selon une hiérarchie économique brutale.
D'abord, il y a les alpinistes fortunés et leurs organisateurs qui dépensent des milliers de dollars pour organiser cette expérience. Ensuite, tout en bas, les porteurs locaux transportent des charges écrasantes, assurant le bon fonctionnement de toute l'opération. Et même ce rôle comporte des niveaux, car alors que les Sherpas népalais titulaires d'une certification professionnelle peuvent gagner jusqu'à 10 000 dollars par saison sur ces montagnes, un guide porteur pakistanais peut ne gagner que 2 000 dollars pour toute une année. Croyez-le ou non, les porteurs coincés au camp de base gagnent encore moins. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent, une somme qui peut réellement changer la vie d'une famille, il faut monter. L'écart financier entre les basses pentes et le sommet est si énorme que certains hommes sont prêts à prendre le risque pour toucher cette prime d'altitude. Et Muhammad Hassan faisait partie de ces hommes. Muhammad ne se souciait pas vraiment de la gloire alpine ou des records du monde. C'était un porteur de 27 ans avec une mère gravement malade et 3 enfants en pleine croissance. Il avait besoin de chaque centime qu'il pouvait obtenir. Et à l'été de juillet 23, il a signé avec Lila Peak Expedition pour travailler sur les pentes supérieures du K2 afin d'aider une équipe de pose de cordes fixes à installer la ligne que 50 des meilleurs alpinistes du monde utiliseraient pour atteindre le sommet cette saison-là. C'est un travail habituel que les porteurs font constamment sur le K2. Il y avait juste un énorme problème. L'expérience de Muhammad se limitait à porter des charges au camp de base et autour de plus petits sommets au Pakistan. Cette tentative de sommet allait être la première fois de sa vie qu'il dépasserait les 26 000 pieds et on lui confiait la tâche cruciale de fixer les cordes. Son équipement a rapidement révélé son manque d'expérience. Sa combinaison d'alpinisme était trop large. Ses gants n'étaient pas conçus pour le froid qu'il attendait au-dessus de l'épaule. Sa façon de s'habiller était généralement celle à laquelle on s'attendrait de la part de quelqu'un qui avait passé sa carrière à des altitudes où l'air contient encore assez d'oxygène pour que vos mains fonctionnent. Son entreprise, Lila Peak Expedition, lui avait remis environ 250 000 roupies, soit à peu près 850 dollars, pour acheter ce dont il avait besoin pour grimper dans la zone de la mort. Ce qui est certain, c'est que ce qu'il portait lorsqu'il a quitté le camp 3 le soir du 27 juillet n'était pas conçu pour l'endroit où il se rendait. Et ce soir-là, le camp 3 ressemblait moins à une expédition d'alpinisme qu'à une petite ville en train de se préparer à évacuer. Il y avait des lampes frontales partout, oscillant dans l'obscurité tandis que près de 200 alpinistes de 12 compagnies différentes vérifiaient leurs harnais, fixaient leurs détendeurs d'oxygène et attendaient leur tour pour s'engager sur une seule corde fixe que tous devaient partager. Certains de ces hommes et femmes avaient payé 40 à 50 000 dollars pour vivre précisément cette nuit-là. Mohammad était payé une infime fraction de cette somme, mais il faisait littéralement partie de l'équipe qui rendait cette expédition possible. Car sur le K2, les clients payants ne peuvent pas simplement marcher jusqu'au sommet. Il faut leur construire une route. Cette route est construite par l'équipe d'ouverture. Ce sont les hommes qui opèrent en première ligne. Leur travail est d'escalader d'abord les zones les plus dangereuses de la montagne, transportant de lourdes broches à glace, des pitons et des kilomètres de cordes en nylon épaisse. Ils doivent enfoncer des ancrages dans une glace dure comme du béton, sécuriser la corde de sécurité, tendre la corde puis monter plus haut dans l'obscurité pour recommencer encore et encore. Ils sont en train, en quelque sorte, de tracer une autoroute dans la zone de la mort. Sans eux, les clients en bas ne bougeront pas d'un pouce. Mohamed devait fournir la corde aux Sherpas qui installaient les ancrages au-dessus de lui. S'il prenait du retard, 50 alpinistes derrière lui s'arrêtèrent de bouger. Au début, le travail était lent, c'était voulu. Visse la broche, clip la corde, tend le mou, monte de 2 mètres, visse la broche suivante. Heure après heure, Muhammad restait blotti derrière les Sherpas, déroulant la corde pendant qu'ils enfonçaient vis après vis dans la glace au-dessus de lui. Le faisceau de sa lampe frontale rebondissait sur la glace noire et lisse qui tenait à peine la pointe d'un crampon. Au-dessus de lui, le sérac était là dans l'obscurité, une forme qu'on ne distinguait qu'à moitié. Vers 2h20 du matin, Muhammad et l'équipe avaient progressé sur cette étroite corniche de glace appelée la traversée du bottleneck. Pour comprendre à quel point cet endroit est étroit, imaginez simplement essayer de marcher de côté sur le toit fortement incliné d'une maison. Maintenant, imaginez que le toit est entièrement recouvert d'une glace noire lisse et glissante. Il n'y a pas de sol plat pour reposer vos pieds. Vous devez simplement avancer de côté, un pas maladroit à la fois, en équilibrant tout votre poids sur les pointes métalliques de vos bottes. À 8 km d'altitude, dans un air glacial plongé dans un noir absolu, si vous perdez l'équilibre et glissez,
rien ne pourra vous rattraper. C'est une chute verticale de plus de 2400 mètres dans l'abîme. C'est le seul endroit sur le quai 2 où il ne faut surtout pas glisser. Et Muhammad se trouvait quelque part au milieu de cette traversée, la corde à la main, ses bottes avançant sur une glace qui s'inclinait sous lui à un angle qui ne pardonnait aucune erreur, quand son pied a cherché un appui qui n'existait pas. Son crampon a accroché le bord d'une plaque de neige plus molle, cachée, du genre qui ressemble à tout ce qui l'entoure, mais qui ne supporte pas le poids de la même manière. Pendant une demi-seconde, sa botte a simplement continué sa course en la traversant au lieu de s'y planter. C'est tout ce qu'il a fallu. Son corps est tombé sur le côté de la corniche et le poids des cordes qu'il portait a pris le dessus. Avant même qu'il puisse réagir, Muhammad a commencé à dévaler la montagne. Il est tombé d'environ 15 à 20 pieds, mais comme il était attaché à la corde de sécurité fixe, il n'est pas tombé jusqu'au glacier. La chute ne s'est pas arrêtée là. Son harnais était lâche après des heures de mouvements constants et a continué à glisser même après que la corde l'ait retenu, descendant au-delà de ses hanches, au-delà de ses cuisses, jusqu'à ce que le harnais remonte en paquet autour de ses genoux. Au moment où il s'est arrêté, il n'était pas suspendu à l'endroit. Il était suspendu la tête en bas à la corde fixe, la tête pointée vers la glace, les bottes quelque part au-dessus de lui, se balançant légèrement avec ce qui restait de son élan. Sur la corniche au-dessus de lui, les lampes frontales se sont tournées vers le bruit. Des alpinistes sentirent la corde tressaillir et virent un membre de leur équipe suspendu à l'envers, son matériel éparpillé en bas de la pente. Muhammad était vivant, il pouvait au moins voir cela. Il bougeait même, essayant faiblement de se redresser, de trouver une prise avec des mains qui perdaient déjà toute sensation à l'intérieur de gants qui n'avaient jamais été conçus pour cela à l'origine. Mais son masque à oxygène s'était détaché durant la chute. Le tuyau était toujours relié à la bouteille sur son dos, alors il laissait s'échapper un précieux gaz dans l'air libre au lieu de l'envoyer dans ses poumons. Une partie de son équipement extérieur s'était aussi déchirée, juste assez pour que le froid atteigne la peau nue en dessous. À 8200 mètres d'altitude, un peu après 2 heures du matin. C'est une température qui avoisine les moins 30 degrés. Ce genre de froid n'a pas besoin de longtemps pour commencer à causer de vrais dégâts. Il devait l'aider. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Le problème, c'était comment. 2 Sherpas de l'équipe chargés d'installer les cordes fixes sont descendus vers lui en premier, pensant qu'ils pourraient le remonter sur la corniche à la seule force des bras. Mais essayer de soulever un homme à l'envers sur une corde à 8200 mètres, alors que votre propre corps fonctionne déjà à bout de force après 6 heures d'ascension, c'est bien plus difficile que ça en a l'air. Les 2 Sherpas ont tout donné, mais ce n'était pas suffisant. Le corps de Muhammad a à peine bougé. Après encore quelques minutes d'effort, ils ont lâché la corde, sont remontés sur la corniche et ont rejoint l'équipe de fixation. Des clients avaient encore besoin d'eux pour finir le travail. Mohamed est resté suspendu là, la tête en bas, seul sur la corde, tandis que le travail censé sécuriser la montagne pour tous les autres continuait à 2 mètres au-dessus de sa tête. Et 15 minutes après sa chute, vers 2h35 du matin, la situation a empiré. Là-haut, quelque part au-dessus de la traversée, un craquement sourd et grave s'est transformé en rugissement en quelques secondes. Les alpinistes sur la corniche ont ressenti une vibration à travers leurs chaussures, puis un vent soudain et violent qui les a frappés dans l'obscurité. C'était une avalanche et ses conséquences ont dépassé toutes les prévisions. Elle a sectionné directement des parties de la corde fixe, précisément la corde que Hassan était en train de poser. Donc cette traversée, déjà la portion la plus étroite et la plus exposée de toute la montagne, était maintenant infranchissable. Les alpinistes bloqués derrière l'avalanche ne pouvaient avancer, tandis que ceux devant ne pouvaient revenir. Et quelque part en dessous de tout ce chaos, Muhammad était toujours suspendu la tête en bas à ce qui restait de la corde. Il perdait de la chaleur chaque minute, inaccessible, tandis que la montagne décidait si elle avait fini de s'effondrer pour la nuit. On a attendu que les conditions se stabilisent pour que quelqu'un ose redescendre vers lui. Lorsque l'aide est enfin arrivée, elle venait de Hassan Shigri, le cousin de Muhammad, et de Tenzin Lama, un guide Sherpa népalais. Et Gabriel Tarso, un alpiniste brésilien qui ne savait pas qui il était, mais qui ne pouvait pas rester là sans rien faire pendant qu'un homme luttait pour sa vie. Les 3 hommes se sont arrêtés pour aider Muhammad. Mais le problème de hisser un homme adulte qui était suspendu la tête en bas à 8200 mètres n'avait pas disparu.
Il fallait plus de force physique qu'aucun être humain épuisé là-haut n'en avait. Alors ils ont dû tromper la gravité. Gabriel, Hassan et Tenzin ont enfoncé une lourde vis à glace en métal profondément dans la paroi solide, y ont accroché un mousqueton, ont saisi la corde qui retenait Muhammad et l'ont passé directement dans l'anneau en métal. Et ensemble, ils ont transformé ce seul point d'ancrage en un système de poulies de fortune qui multipliait leur force brute. Le plan était d'utiliser ce système pour hisser Muhammad mètre après mètre dans la douleur. Ils ont mis environ 1h30 pour monter ce système de poulies. 90 minutes, c'est long de rester immobile à cette altitude. C'est 90 minutes où ton corps brûle des réserves qu'il ne peut se permettre de perdre. Et Tenzin Lama n'était pas seul. Il guidait Christine Harila, une femme qui rêvait de réaliser quelque chose que personne dans l'histoire de l'alpinisme n'avait jamais imaginé. Christine voulait gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres du monde d'une seule traite, en une saison d'alpinisme. Elle en avait déjà conquis 13. Le K2 était le dernier nom sur la liste, le sommet final qui la séparait d'un record que des légendes de l'alpinisme 2 fois plus âgées qu'elle n'avaient jamais approché. Mais le temps pressait et alors que Gabriel et Tenzin apportaient toutes les dernières touches à leur système de poulies, la montagne leur imposa une nouvelle urgence à gérer. Quelque part plus haut, là où l'équipe de fixation était passée quelques heures, plus tôt, une avalanche s'est déclenchée. Un appel radio est arrivé juste après. L'équipe de fixation était en difficulté. Christine et Tenzin étaient les plus proches pouvant les rejoindre sur la montagne. Et ils devaient se décider soit de rester attachés à Muhammad, qui respirait grâce à l'oxygène de Gabriel avec son ami juste à côté de lui, soit de monter pour en savoir plus. Si toute une équipe plus haut allait avoir besoin du même type d'aide que Muhammad venait de recevoir. Ils ont choisi d'avancer. Harila et Tenzin pensaient que d'autres secours étaient déjà en route derrière eux. Hassan et Gabriel étaient toujours avec lui, et sûrement, son expédition ne laisserait pas un homme blessé allongé là, n'est-ce pas? Ils ont alors continué à avancer vers l'équipe de fixation. Pendant l'heure qui a suivi, il n'y avait que Hassan, son cousin, et Gabriel sur cette étroite corniche avec Muhammad, regardant la file de lampes frontales derrière eux s'allonger de minute en minute, à mesure que de plus en plus d'alpinistes s'accumulaient au goulet d'étranglement. Gabriel n'avait plus rien à sa disposition. Aucune corde ni broche à glace de rechange. Son piolet était déjà sur la montagne avec l'amas utilisé pour ancrer le sauvetage qui avait permis à Muhammad d'arriver là. Ils avaient besoin d'aide, et c'est à ce moment-là que Halung Dorji Sherpa, un homme qui grimpait pour une toute autre compagnie, les a rejoints. Il avait entendu ce qui se passait et s'est arrêté. Grâce à son aide, ils ont réussi à hisser Muhammad sur les derniers mètres de glace et à le déposer sur une petite plateforme plate dans le goulot d'étranglement, ce qui se rapprochait le plus d'un sol solide et stable sur cette portion de la montagne. Muhammad était enfin sorti des cordes et, heureusement, il était toujours conscient. Bien sûr, il avait froid comme jamais, il n'en avait ressenti dans sa vie, mais il était conscient. Ils ont remis un masque à oxygène sur son visage et ont commencé à lui verser de l'eau chaude d'un thermos dans la gorge, essayant de lui faire avaler quelque chose de chaud avant que sa température corporelle ne baisse davantage. Il lui avait gagné du temps. Ce qu'il ne lui avait pas offert, c'était la certitude. Mohamed était en hypothermie. Ses jambes étaient restées tordues sous lui pendant près d'1 heure alors qu'il était suspendu, la tête en bas, et il y avait de fortes chances qu'elle soit cassée. Il ne parlait pas, il ne bougeait presque pas. Il était, à tous les égards qui comptaient là-haut, toujours en difficulté. Gabriel, tout à son honneur, est resté avec Muhammad pendant une autre heure éprouvante, mais son propre oxygène supplémentaire commençait à manquer. S'il restait plus longtemps, il mourrait juste à côté de lui sur le sentier. Il a finalement dû se lever, tourner le dos et laisser Muhammad aux soins de son cousin pour aller chercher plus d'oxygène afin de survivre lui-même. Vers 5h30 ce matin-là, un drone, survolant la zone pour une autre équipe de tournage, a capté quelque chose à la caméra qui allait littéralement, plus tard, faire l'effet d'une bombe dans tout le monde de l'alpinisme. C'était un homme blessé sur un sentier. Un autre alpiniste, agenouillé au-dessus de lui, une main appuyée sur sa poitrine tentant de maintenir ce mouvement. Et, alignés au-dessus de lui sur la même corde fixe, attachés les uns derrière les autres, on pouvait voir environ 20 alpinistes qui continuaient à monter. En dessous de lui, sur la même corde, il y en avait au moins 10 autres, déjà en train de redescendre. C'était Muhammad. Il était encore en vie, mais à peine. Autour d'eux, des dizaines d'alpinistes continuaient à les dépasser. Personne ne s'est arrêté pour créer une équipe de secours. Ils ne se sont pas arrêtés pour demander ce qui se passait ou comment ils pouvaient être aidés.
Au lieu de cela, les alpinistes ont enjambé son corps mourant et gelé comme s'il ne s'agissait que d'un simple désagrément dans la neige, puis ont continué leur ascension vers le sommet. Malheureusement, à un moment donné, et nous ne savons pas quand, durant cette matinée glaciale, Muhammad Hassan a finalement cessé de bouger. Il a succombé aux éléments juste là, sur la traversée étroite. Et tout au long de cette matinée, les gens ont simplement continué à grimper. Au-dessus de lui, autour de lui, des bottes cherchant la glace claire de chaque côté de son corps, comme s'il était devenu un simple obstacle de plus sur la route. Pas différent d'une corde fixe qu'il fallait dépasser en se mousquetonnant ou d'un affleurement rocheux qu'il fallait contourner. Pour moi, c'est plus qu'horrible. C'est pourquoi j'ai fait le trek au camp de base de l'Everest, mais je n'essaierai jamais d'atteindre le sommet. Enjamber des corps morts ou mourants est un cauchemar éveillé que j'ai du mal à imaginer. Mais que se passe-t-il quand les alpinistes font tout parfaitement ? Je veux dire, vous avez la fenêtre météo parfaite, des équipes de classe mondiale et le meilleur équipement de la planète. Et la montagne sauvage décide malgré tout de frapper. Parce que si vous pensez que l'effondrement moral de 2023 était un cauchemar, attendez de voir à quoi ressemble le chaos pur et incontrôlable. Voici ce qui s'est passé lors du pire jour de l'histoire du K2.